Bonjour à tous. On va peut-être commencer l'atelier. Alors comme le temps est compté, on a des interventions vraiment intéressantes, donc je vais essayer d'être le timekeeper. Vous m'en voudrez pas si je vous fais des signes de temps en temps. Voilà. Et surtout pour avoir le temps pour des questions. Donc je me présente à vous, je m'appelle Anne Girodel, je travaille pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je suis basée à Grenoble et j'accompagne les entreprises à l'innovation. L'objectif de cet atelier est de vous faire découvrir les différentes solutions technologiques actuelles et à venir pour déployer l'hydrogène bas carbone dans l'industrie, depuis sa production jusqu'au stockage et jusqu'à ses usages. Alors, vous venez juste, peut-être que tout le monde n'a pas entendu, mais il faut peut-être que je commence à lancer le PowerPoint, non ? C'est ce que tu veux. Le lance pas trop fort. Voilà, comme ça vous avez le titre de l'atelier, excusez-moi. Je commence juste par un bref rappel du poids de cette filière industrielle en région, qui vient juste d'être fait par monsieur Franck Colcobé, qui est le président de notre directoire. Donc, pour vous dire que Auvergne-Rhône-Alpes est une région pionnière. Actuellement, elle compte 154 entreprises. Parmi elles, une vingtaine ont une activité 100% dédiée hydrogène. Ce sont majoritairement des TPE, PME et c'est une filière émergente avec 70% des entreprises créées après 1999 et même 20% qui ont moins de 8 ans d'existence. Bien sûr, vous l'aurez compris, vous retrouverez toutes ces données et cette étude qui a été réalisée par le service IET de notre agence sur un document, soit en ligne sur le site web de l'agence, soit vous avez le stand de l'agence qui est juste à la sortie de l'amphithéâtre ou de l'hémicycle, je crois qu'on dit. Et vous pourrez retrouver ce document-là. Je vais brièvement vous présenter le déroulé de l'atelier. Nous aurons d'abord une introduction par Julie Mougin du CEA Liten, qui travaille au centre de recherche du CEA Liten, qui est un leader sur ce secteur-là, qui est basé à Grenoble. Ensuite, nous aurons des interventions d'industriels, particulièrement Pierre Lombard pour McPhy et Patrice Tochon pour Genvia. Ensuite, nous aurons Thomas Cazat qui interviendra pour l'entreprise Ergosup. Et enfin, concernant les technologies de piles à combustible dédiées mobilité, ce sera Inocel avec Jules Billier. On prendra le temps de quelques questions à ce moment-là. Et ensuite, je redonnerai à nouveau la parole à Julie Mougin, qui terminera l'atelier pour élargir cette problématique de l'hydrogène à l'énergie en général, avec quelques exemples sur l'efficacité énergétique et quelques exemples. Voilà, donc j'invite Julie Mougin à venir prendre place. Voilà. Donc, ce sera rapidement, Julie est chef de service des technologies hydrogène au CEA Liten, docteur ingénieur en matériaux et après une expérience industrielle dans le domaine des matériaux, elle rejoint le CEA Liten en 2005. Depuis 2010, elle dirige le laboratoire, puis le service des technologies de l'hydrogène, axé sur la production d'hydrogène, le stockage et les piles à combustible. Je te laisse la main. Merci Anne pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Donc l'hydrogène, on en parle abondamment depuis ce matin. Ce que je vais vous dire ici retrace peut-être simplement avec des données plus quantifiées ce qui a été dit depuis ce matin. Donc l'hydrogène aujourd'hui est utilisé essentiellement à vocation industrielle à la hauteur de 90 millions de tonnes dans le monde par an, essentiellement pour la pétrochimie, la chimie et la sidérurgie. Par contre, il est envisagé dans les scénarios notamment de l'IEA et dans la vision européenne qu'en 2030 et au-delà viennent s'ajouter à cet usage de l'hydrogène industriel conventionnel des usages dits énergie, puisque l'hydrogène est considéré comme une option, voire même la seule option capable de décarboner en profondeur des secteurs dits difficiles à abattre en ce qui concerne les émissions de CO2. C'est le cas en particulier pour le réseau de gaz naturel. C'est le cas aussi pour le transport longue distance ou lourd.
On trouve également un intérêt à l'hydrogène pour la production de chaleur de haute qualité pour l'industrie. Et enfin, un hydrogène renouvelable peut remplacer un hydrogène fossile pour les industries. Et quand on somme finalement tous ces usages, on voit qu'en 2050, dans le scénario de l'IEA, on va avoir une quantité d'hydrogène nécessaire à peu près d'un facteur 6 par rapport à aujourd'hui, donc dépassant les 500 millions de tonnes par an. Alors aujourd'hui, ça a été mentionné précédemment, donc aujourd'hui, en fait, pour déployer ce vecteur hydrogène, on va avoir besoin de technologies sur toute la chaîne de la valeur, depuis sa production jusqu'à ses usages, comme l'a dit Anne en introduction. Donc pour la production, le moyen principal, et c'est celui duquel on parlera aujourd'hui dans l'atelier en particulier, c'est l'électrolyse. Pour le stockage et la distribution, il existe un certain nombre de solutions, on va aussi pouvoir les balayer. Et pour la conversion, on va parler surtout de piles à combustible. Et in fine, toute cette chaîne de valeur va nous permettre d'adresser les usages que j'ai mentionnés précédemment et qu'on voit ici de manière un petit peu plus détaillée, que ce soit pour le transport, pour l'industrie ou le stockage. Alors l'hydrogène aujourd'hui est produit donc majoritairement à partir de fossiles et d'un point de vue ordre de grandeur, chaque fois qu'on produit 1 kg d'hydrogène, on émet 11 kg de CO2. Donc évidemment, pour accompagner la croissance de ce vecteur, l'enjeu, ça va être de le produire de manière décarbonée. Et un des moyens principaux, c'est l'électrolyse de l'eau. Et on voit sur la courbe de gauche qu'en 2030, ça devrait représenter à peu près 40% de la production et en 2050, plus de la moitié pour être à peu près à 60%. Alors, si on parle donc de ces technologies d'électrolyse, il existe un large panel de technologies qui présentent différents niveaux de maturité. On peut les classer selon un critère simple, celui de la température à laquelle elles fonctionnent. On va parler d'électrolyse basse température ou haute température. Donc électrolyse basse température quand on fonctionne à partir d'eau liquide. 3 technologies coexistent, ou on va dire 4, je vais dire pourquoi après. La première, la plus mature, c'est l'électrolyse alcaline. McPhee illustrera cette technologie juste après. On trouve également l'électrolyse PEM, et puis une électrolyse un petit peu plus originale, l'électrolyse à membrane anionique, qui est moins mature. Et on trouve également des solutions assez disruptives qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories. C'est Ergosup qui présentera la solution tout à l'heure également. Et on parle aussi donc d'électrolyse haute température, cette fois-ci quand on part de vapeur et non plus d'eau liquide. C'est le cas de la technologie solid oxide, à oxyde solide, développée par Genvia, qui sera présentée tout à l'heure également, ou bien de la technologie encore en développement de type conducteur protonique. Donc voilà, pour vous dire que le panel des technologies est large et les différents niveaux de maturité permettent d'imaginer un déploiement des technologies échelonné dans le temps selon le gain en maturité. Pour le stockage, là aussi, un large choix de technologies. Ce qui est le plus logique et qu'on connaît le plus souvent en général, ce sont les stockages sous forme physique, que ce soit comprimé ou liquide, cryogénique ou une combinaison des deux. Et on trouve également des types de stockage sous forme chimique avec des couplages à d'autres matériaux. C'est le cas de l'hydrogène adsorbé, les MOF, les Liquid Organic Hydrogen Carriers, les hydrures de différents types et les composants chimiques, par exemple sous forme d'ammoniac. Sans oublier ce qui a été mentionné tout à l'heure dans la table ronde, les stockages souterrains dans des cavernes ou autres réservoirs pour les stockages de très grandes quantités. Donc là aussi, un large panel de technologies, des maturités là aussi qui sont différentes et il convient évidemment de choisir le type de stockage le plus adapté par rapport aux usages et aux applications qui sont visées. Enfin, pour les piles à combustible, alors je vais dire piles à combustible et pas piles à hydrogène, puisque là, vous voyez sur ce graphique qu'en fait, ces piles peuvent utiliser de l'hydrogène, mais elles peuvent aussi parfois utiliser d'autres combustibles, comme le méthanol dont on parlait ce matin, mais également d'autres. Donc là aussi, suivant le type de combustible qu'on va vouloir utiliser ou l'application qu'on va vouloir viser, transport ou stationnaire, certaines technologies sont plus ou moins adaptées. Et donc, le choix va s'orienter naturellement vers ce qui va correspondre le mieux aux usages. Et on aura une illustration juste après de la part d'Inocel sur la technologie PEM. Alors, quels sont les enjeux pour le développement du vecteur hydrogène ? Je dirais que finalement, quelle que soit la brique technologique sur la chaîne de la valeur que je viens d'évoquer, production, stockage, conversion, finalement, obtenir un fort niveau de performance et un bon rendement est important, de même que travailler sur la durabilité de ces technologies, tout en baissant leurs coûts.
Et je voudrais mentionner aussi la problématique de l'upscaling avec 2 axes. D'abord, la question de l'échelle à laquelle on peut fabriquer ces technologies, avec le besoin notamment de gigafactory pour pouvoir adresser ce marché immense qui s'offre à nous, mais aussi l'upscaling de la taille des briques technologiques unitaires, si on veut faire des électrolyseurs de plus en plus grands ou des piles de plus en plus puissantes, par exemple. Donc ces éléments-là sont vraiment des enjeux clés pour toutes les briques technologiques de la chaîne hydrogène. Et à titre d'illustration en bas, c'est un graphique où on voit le poids de différents critères sur le prix, par exemple, de la molécule d'hydrogène produite par électrolyse. On voit clairement que le coût de l'électrolyseur joue un rôle clé, de même sans surprise que le coût de l'électricité, en ce moment c'est un élément critique, ainsi que la durabilité, le taux d'utilisation dans l'année, le rendement, etc. Donc voilà, la combinaison de tous ces paramètres-là fait la pertinence de la brique hydrogène en question. Alors on pourrait croire que, je vous disais que certaines technologies étaient très matures, qu'il n'y a plus forcément besoin de faire de développement. Eh bien si, en fait, finalement, quel que soit le degré de maturité de la technologie, il existe encore des besoins de développement et des axes de R&D. Et sur toute une gamme assez large, je dirais, des matériaux jusqu'au système, en passant par les composants et les briques technologiques clés. Juste à titre d'illustration, côté matériaux, on a besoin de trouver de nouveaux catalyseurs, des électrodes et des membranes plus performantes, d'aborder le sujet avec de nouveaux designs et évidemment les procédés associés qui peuvent être des procédés disruptifs, sans oublier les composants auxiliaires qui vont permettre de faire fonctionner tous ces systèmes et qui sont clés aussi dans la robustesse et la fiabilité de ces électrolyseurs ou de ces piles à combustible. Et pour faire ces développements-là, on va avoir besoin du soutien d'activités un peu de support, comme la modélisation, la simulation, les études de sécurité également. Ça a été mentionné ce matin aussi, le comportement des matériaux en environnement hydrogène, sans oublier des études technico-économiques et environnementales, et enfin la question du recyclage. Et pour accompagner ceci, au-delà de la R&D, on a besoin de démontrer réellement la pertinence de ces technologies avec des démonstrateurs de taille croissante. Ici, c'est une illustration simplement des électrolyseurs qui sont déployés dans le cadre de projets européens. En 10 ans, la taille unitaire des démonstrateurs déployés a augmenté d'un facteur 100. Et vous voyez à droite que le carnet de projets qui vont être déployés augmente fortement pour atteindre cette fois-ci plus de 100 mégawatts à très court terme. Et avec le plan Repower EU, on vise 100 gigawatts en 2030. Donc pour conclure, l'équation gagnante pour un vecteur hydrogène compétitif, quelle est-elle ? D'abord qu'on soit capable de produire cet hydrogène à coût compétitif par rapport à l'hydrogène fossile et qu'on puisse le distribuer à ses clients finaux, également à un coût compétitif, que ce soit dans le modèle où c'est une production centralisée et une distribution près des clients, ou dans le deuxième cas, qui est une production au plus près des usages. Et c'est la combinaison de ces deux aspects qui fera que ce vecteur hydrogène sera compétitif commercialement pour les différents cas d'usage qu'on a mentionnés précédemment. Merci. Merci Julie. Pierre, mais tu veux venir ici ? Oui, non, bonjour. Non, je vais rester là. Merci. Tu veux rester là ? Bon, alors. Merci. Bonjour à tous. Je vous présente quand même Pierre Lombard pour l'entreprise McPhy. Et juste pour rappeler qu'il y a une petite actualité de l'entreprise McPhy qui vient d'inaugurer une usine de fabrication de stations de recharge à Grenoble en octobre dernier et qui annonce les financements pour financer sa Gigafactory à Belfort pour les électrolyseurs. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Voilà, donc McPhy est une PME locale à Grenoble. Siège est à Grenoble. Alors récent, puisqu'on était encore dans la Drôme il y a encore quelques mois. On est un équipementier hydrogène d'origine spin-off du CNRS, et maintenant c'est en 2008, pour lequel on est sorti avec du stockage solide. Alors, voilà, il existe également le stockage sous la forme solide dans des hydrures. Et le nom McPhy vient de la physique française, matériaux à changement de phase hydrure. Donc vous voyez, c'est pas du tout écossais pour l'origine. Donc aujourd'hui, on est 200 personnes, on a plusieurs usines,
Donc la nouvelle usine sur la gauche, vous voyez qu'on a inauguré pour faire des stations hydrogène. Donc maintenant on a passé les caps, tout ce qui est R&D, les démonstrateurs, on a déjà plus de 40 stations de déployer. En électrolyse, on en a une trentaine déployées, on a 190 mégawatts à installer dans différents projets qu'on verra tout à l'heure. Donc l'usine de gauche, c'est pour faire des stations hydrogène. 150 stations par an, on n'a qu'une usine d'à peu près de 4000 m2 de très bonne facture, donc on est ravis. Et on a donc abandonné le garage de la start-up. Sur la droite, on a une usine d'électrolyse, plutôt en Italie, celle-ci, pour l'assemblage, où on fait des électrolyseurs alcalins, donc on est dans la technologie alcaline, pressurisée, et pour être plus précis, d'une technologie un peu plus avancée, qui est la haute densité de courant sur les systèmes d'électrolyse. Donc là, sur cette technologie-là, on est parmi les seuls au monde à être dans ce niveau de techno. Donc, même si on dit que la technologie est mature, il y a toujours travail à faire pour développer même une technologie mature. Voilà. Donc, cette usine fait 6000 m2, celle de gauche 4000. Donc, l'usine intègre plusieurs gammes d'électrolyseurs, des standards et des modules pour des très grosses entités. Voilà, donc les produits que l'on peut voir. Donc là, vous avez une photo sur un site qui est à côté, en région, qui est à Clermont-Ferrand. Donc on est en train de livrer un site qui est un hub hydrogène. On rentrera un peu sur les différentes solutions qu'on pourra vous proposer. Donc d'électrolyse alcaline qui est sur la gauche. Donc vous avez un système d'électrolyse composé de stack, de BOP pour la partie balance of plant, séparation des gaz, traitement des gaz, purification avec tous les auxiliaires autour sur la partie gauche. Donc on est sur un système de 2 MW qui produit à peu près plus de 800 à 850 kg par jour sur site. On pourrait produire sur site avec de l'eau et de l'électricité verte ou décarbonée. Sur la droite, notre gamme de stations qu'on appelle McFilling, où là vous avez une station qui est plutôt là sous les yeux une dual pression, 700 bars, 350 bars, et qui est capable de livrer jusqu'à 4 lignes de piste en parallèle avec tout type de protocole de charge. Et alors on verra ça après, la solution tout intégrée. Donc deux gammes techniques, donc on peut livrer soit les électrolyseurs, soit des stations, soit un ensemble couplé pour faire différentes solutions. La réalité, on va dire le court terme, le moyen terme. Enfin, aujourd'hui, on est donc mature, on s'inscrit dans des projets industriels. On a livré 20 MW d'électrolyse sur le site Jewel de la société Nourion, ancien Asconobel, chimiste, qui produit, donc l'objectif, il produit de l'hydrogène pour faire de la chimie verte, qui va être d'abord la brique de méthanol. Méthanol ils veulent aller jusqu'au kérosène de synthèse. Donc ça s'appelle les FAT, les nouveaux carburants aussi pour de kérosène de synthèse. Donc là, il y a un premier démonstrateur, parce que 20 MW, ça reste petit par rapport aux quantités attendues, mais c'est vraiment un objet en cours. Donc on construit les stacks en ce moment. Les intégrations, donc on s'appuie sur toute une chaîne de partenaires, qui porteurs de projets, donc des grands industriels IPC qui vont construire directement l'usine dans laquelle on insère nos propres équipements. Donc là, on est sur du power to gas to chimie verte. Un autre projet qui nous tient à cœur, qui est un peu un sujet aussi assez innovant, mais c'est une première mondiale, puisqu'il s'agit d'une solution. Là, on est déjà à la Guyane, qui est un power to power et qu'on appelle même Renew Stable, puisque l'objectif est de stocker l'énergie verte d'origine, vous avez compris, ENR. Alors là-bas, ça sera plus de 100 MW de solaire, mais avec une restitution d'un programme de fourniture d'électricité au réseau de manière 100% garantie. 100% garantie, toutes conditions.
de restitution. Donc, et Renew Stable, stable veut dire stabilité d'un réseau. Donc, y compris, ce sont des objets, sont des solutions faites pour les parties insulaires ou des réseaux électriques un peu fragiles. Donc ça, c'est l'actualité, c'est ce que l'on fournit. Donc avec nos électrolyseurs, on est sur plusieurs projets, peut-être du industriel qui est Power to Process, donc process industriel, consommation d'hydrogène direct. Donc on a évoqué un peu tous les usages actuels. On est sur ces projets de Power to Gas. On a fourni les équipements sur le plus gros Power to Gas européen qui est en Allemagne, un projet de VRT. C'est toujours 6 MW qui tourne depuis pratiquement 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on se source en électrons d'éoliennes de mer du Nord pour fournir à Audi un gaz qui lui permet de faire de la méthanation, donc Power to Gas, gaz méthanation, sur un couplage d'un méthaniseur local, donc qui fournit 100% de gaz vert au réseau et à leur propre process. Donc le Power to Chemistry, ça on en a parlé juste avant, Power to Gas, et puis Power to Power qui est cette solution-là. Et la dernière solution, pour aller plus loin, alors ça c'est vraiment pour des outils industriels, produire sur site en base d'ENR. Nos électrolyseurs étant pressurisés et sont extrêmement dynamiques, pour les éteindre, les allumer et se caler sur des lots dans quelques secondes, en nominal ou à des ranges inférieurs. Donc ils sont très adaptés effectivement pour produire à la demande sur un site industriel. Et la dernière solution globale d'intégration qui est le Power to Mobility, Power to ou fabriquer un hub, l'image suivante. Voilà, donc là on a une petite image qui est un peu le schéma du mode de fonctionnement qu'il y a à Clermont-Ferrand. Donc vous avez vu les équipements qu'on est en train de livrer. On a exactement le même sujet à Toulouse. Donc sur l'aéroport de Toulouse, on fournit tous les équipements de production et de distribution. Et également à Strasbourg, sur un autre projet où on fait un hub hydrogène. Donc ces trois sujets-là sont des hubs. Donc en termes de distribution, quand je qualifie hub, ça signifie que la partie distribution, donc ça s'entend sur une production sur place, locale, que ce soit électrolyse ou pyrolyse ou autre. Nos systèmes de station ont la capacité de s'adapter en termes de pistes de sortie. Et là, vous pouvez exactement faire du conditionnement industriel et aller livrer votre hydrogène directement à d'autres clients aux alentours par rapport à la station mère qui est locale pour une distribution locale de tout type de mobilité. Donc ça permet à nos clients, à nos porteurs de projets, de se lancer directement sur une production locale d'une certaine taille qui permet de passer des niveaux de CAPEX et de rentabilité et qui permettent d'immédiatement, sans attendre l'arrivée de véhicules lourds ou de flottes qui viendraient plus tard, d'exporter 100% ou de vendre 100% de sa production de suite en local pour pouvoir monter d'échelon. Voilà, ça c'est donc aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. On a encore aussi une dizaine de stations, donc la station de Vénissieux qui est encore démarrage, celle de Grenoble, et des stations Dijon, Strasbourg, en Vendée, etc. Et voilà, donc là on voit des applications. Alors ce sont des stations qu'on a déjà mises en service pour des dépôts de bus. Donc on a des stations plutôt calibre dépôts de bus. Donc la toute première en bas, SMTAG, c'est dans le nord de la France. Donc électrolyseur, station de distribution pour la ligne de bus, un BHNS d'Artois en Goël, qui est la première, une des premières stations. La première station avec électrolyseur en bus. Bon, la toute première station était à Sarreguemines, mais elle n'était pas faite pour des bus avec des électrolyseurs. Voilà, donc là, Auxerre, ça tourne depuis plus d'un an. Et puis au Mans, on a plutôt juste une station pour charger un bus qui permet d'être testé sur la ligne numéro 18, donc pour aider un peu à qualifier ces solutions-là chez les transporteurs publics. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est des solutions que l'on a petite échelle ou grande échelle avec l'évolutivité. Et pour ce qui est de l'avenir, la dernière ligne, voilà. Donc je voulais déjà vous montrer, c'est que ça existe. C'est des produits vraiment qui sont qualifiés, que maintenant on a standardisé de manière
industrielle, réduction des coûts. Donc tout le travail, comme disait Madame Mougin, maintenant, c'est de travailler les effets d'échelle, les standardisations et les volumes pour pouvoir, et les systèmes, surtout s'il y a un énorme travail sur les systèmes pour pouvoir ne pas recertifier des produits en permanence et d'avoir des gammes qui sont bien maintenues, qui évoluent avec les produits qui puissent évoluer. Donc il y a toutes ces versions en ingénierie à travailler, mais il y a quand même une gamme certifiée et standard. Et l'avenir, eh bien, comme disait Anne au début, c'est qu'on a été aussi lauréat dans le dernier programme IPCEI pour une Gigafactory. Donc, veut dire Gigafactory, veut dire produire des électrolyseurs d'un gigawatt de puissance cumulée par an. Donc, ce sont quand même, oui, je vous ai parlé de 190 mégas en cours de déploiement. C'est déjà énorme pour nous. Donc là, c'est une capacité industrielle de 1000 mégawatts. L'usine que l'on a en Italie, elle a une capacité de 300 mégas aujourd'hui. On est entre 100, mais on peut en 6 mois monter à 300 mégas. Donc on a de la réserve, mais on est sur des mailles du mégawatt. 1, 2, 3, 4, 8, 10 mégawatts, une vingtaine de mégawatts. C'est plutôt là, on va créer des modules d'une autre capacité. On a designé, ce sont des modules beaucoup plus gros, qu'on serait sur la maille du module de base minimum 20 mégawatts. Oui, donc c'est des modules de 20 qui s'additionneraient pour faire des plateformes, répondre à des projets de 100, 200, 300 mégawatts. On est retenu dans H2 Atlantique, 100 mégawatts. Donc là, c'est plutôt le futur. Voilà, je qualifie. Merci. Je passe la parole maintenant à Monsieur Patrice Tochon de la société Genvia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter une technologie complémentaire des technologies qui ont été montrées juste avant, une technologie d'électrolyse. Préalablement, vous décrire Genvia. Donc, Genvia, c'est une nouvelle société relativement jeune. Elle a été créée en mars de l'année dernière. Donc, on pourrait considérer que c'est une start-up, mais avec des parents plutôt costauds, plutôt illustres. Donc, la société a été créée à l'initiative du CEA et de Schlumberger, qui s'appelle LCLB depuis une semaine, avec comme actionnaires complémentaires Vinci, Vicat et la région Occitanie. Donc la société, qui fait maintenant un peu plus de 100 personnes, donc on a grandi assez vite, vise à développer, industrialiser et vendre des électrolyseurs à haute température. Julie en a parlé brièvement tout à l'heure, je vais vous le décrire. Donc pour finir la carte d'identité de la société, nous sommes sur 3 sites. Un site de production qui est à Béziers, le site de R&D et de validation qui est à Grenoble, juste à côté du CEA Liten, qui est le berceau de la technologie avec lequel on a un partenariat stratégique et de longue durée. Et puis on a une équipe d'engineering en particulier pour les systèmes, vous en parliez juste avant, c'est un sujet à part entière, qui est à Clamart, dans les équipes de Schlumberger. La technologie maintenant. Donc, on parle de technologie d'électrolyse à haute température. Les différenciations entre la basse et la haute température, c'est le média que l'on convertit. En l'occurrence, dans notre cas, on convertit la vapeur d'eau en hydrogène et en oxygène au lieu de l'eau liquide. La thermodynamique est plutôt favorable dans ce cas-là, puisqu'on a besoin globalement d'une trentaine de pourcents de moins d'électricité pour convertir cette vapeur d'eau en hydrogène et en oxygène. Bien évidemment, il faut produire la vapeur. Et donc, si on est amené à produire la vapeur avec de l'électricité, on divise globalement par 2 l'intérêt ou le gain, ce qui est encore significatif. C'est pour cela que la technologie d'électrolyse à haute température, de manière privilégiée, vise à décarboner l'industrie, là où on a de la chaleur qui va nous permettre de produire la vapeur dont on a besoin pour mettre dans une zone de confort maximum notre technologie. La technologie d'électrolyse à haute température, un peu comme les autres, part de cellules électrochimiques qui sont des cermets céramique métal, siège de la réaction électrochimique, qui se passe typiquement entre 700 et 800 degrés dans notre cas à nous. Pour faire fonctionner ces cellules, on est amené à leur fournir la vapeur et le contact électrique au travers de plaques métalliques que l'on empile. C'est la photo du milieu en haut, on appelle ça des stacks. Donc chaque stack permet de produire une certaine quantité d'hydrogène et d'oxygène. Dans notre cas, nous, notre stack de puissance actuel, il est à une vingtaine de kilowatts, donc à 17 kg d'hydrogène par jour, de manière élémentaire.
Bien évidemment, pour en faire des grosses quantités, on intègre ces stacks, plusieurs stacks dans un container qu'on appelle module. Par rapport aux technologies basse température, ce container doit avoir une propriété thermique, puisque, évidemment, il faut limiter les pertes thermiques à haute température. Voilà. Une autre spécificité de la technologie d'électrolyse à haute température, c'est qu'à haute température, on peut être réversible et versatile. Alors, réversible, c'est-à-dire que le même objet, le stack, pas le module ou le système, mais le stack, peut fonctionner en mode électrolyse, dissociation de l'eau en hydrogène et en oxygène, ou en pile à combustible. Julie en a parlé de SOFC, tu le montrais tout à l'heure. Multicombustible, on peut convertir de l'hydrogène directement, évidemment, mais du gaz naturel, de l'ammoniac, par exemple, dans ce même objet-ci. Et puis enfin, pour du Power to X, il pourrait y avoir un intérêt à non pas produire directement de l'hydrogène, mais un syngas, H2CO. On appelle cela la coélectrolyse, c'est-à-dire qu'on alimente l'électrolyseur, non pas qu'avec de la vapeur d'eau, mais avec du CO2 et de la vapeur d'eau, pour produire un mélange riche en COH2, qui est un précurseur de méthanation, méthanolation, Fischer-Tropsch, etc. Voilà. Ça, c'est la technologie. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc, comme je vous le disais, GENVIA a été créé pour sortir du laboratoire la technologie développée depuis une quinzaine d'années par le CEA Liten et les équipes de Julie en particulier, pour en faire un produit et le déployer. Il ne faut pas griller les étapes. Il est nécessaire de maturer la technologie, de la démontrer à petite échelle sous forme de démonstrateur avant de commencer à vendre des technologies et faire des contre-références potentiellement. Donc on a la chance, nous aussi, d'avoir été lauréat de l'IPCEI, qui va nous permettre, d'une part, entre la phase 2022, 2024, 2025, de développer la technologie et la démontrer à l'échelle de démonstrateurs, dont je vais parler juste après, pour être en capacité d'adresser les marchés à partir de 2025, vendre à partir de 2025. Pour accompagner cela, bien sûr qu'il faut développer une technologie, mais il faut être en capacité de la produire. Donc on a pu, de manière assez rapide, c'est-à-dire la société a été créée en mars et au mois de novembre 2021, au travers d'un atelier qu'on a mis en place à Béziers, on était en capacité de produire ces pièces élémentaires, les stacks que je vous ai montrés, de manière efficace. Maintenant, on a une ligne pilote automatisée qui va avoir une capacité relativement modeste par rapport à ce que mon collègue présentait. On va être à quelques mégawatts équivalents par an, mais ça va nous permettre d'adresser les démonstrateurs dont je vous parlais. Et puis, dans le cadre de l'IPCEI, on a la phase 2, qui est le déploiement en gigafactory, alors avec une échelle de temps un peu différée par rapport aux technologies basse température, puisque l'objectif de la gigafactory, c'est à pleine charge en 2030. Alors évidemment, on ne va pas passer d'une ligne pilote de 20 MW à 1 gigawatt, ça se fera par tranche et ça se fera évidemment à la vitesse de la demande du marché. Maintenant, les démonstrateurs qui vont nous servir à valider la technologie, comme je vous le disais, la zone de confort de notre technologie, c'est quand même l'industrie, c'est là où il y a de la chaleur fatale. Et donc sur les 6 démonstrateurs que vous voyez derrière, on a découpé en 2 catégories. Un tout petit système de 200 kg d'hydrogène par jour, disponible assez vite, il sera prêt fin de l'année prochaine pour démontrer la faisabilité technique de cette électrolyse. Donc on va le déployer sur 3 sites. Un site de décarbonation industrielle d'ArcelorMittal dans lequel on est en substitution de vaporoformeur local, donc on est là aussi dans une zone de confort plutôt bonne, on remplace l'hydrogène par de l'hydrogène. Un partenariat avec EDF et Dynamics sur une plateforme en renardière où là, on n'a pas de chaleur fatale. Par contre, on veut démontrer la versatilité de la technologie parce que, effectivement, les technologies PEM, elles sont particulièrement dédiées pour faire des transitoires, à démarrage-arrêt, etc. La haute température, elle l'est moins. Pour autant, on arrive quand même à faire des transitoires et à faire des suivis de charge et on veut le démontrer avec un couplage de renouvelables. On a un 3e cas dont je ne peux pas citer avec le partenaire, mais qui sera connecté à des éoliennes. Ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, décalée d'1 an, des objets pré-commerciaux à l'échelle on va dire, du mégawatt électrique ou de 600 kg d'hydrogène par jour, où là, on est en décarbonation industrielle, avec évidemment un de nos parents, un de nos actionnaires qui est Vicat, et ça a été cité ce matin, pour la décarbonation des ciments.
Un deuxième cas avec Ugitech qui a été aussi cité ce matin, où on va faire de la décarbonation de l'acier. Dans ce deuxième cas, on est dans une zone de modification un peu plus lourde que pour ArcelorMittal dont je vous parlais, puisqu'actuellement il n'y a pas d'hydrogène utilisé sur le site. Donc à la fois on produit l'hydrogène à haut rendement grâce à la chaleur disponible, mais à la fois notre partenaire est amené à modifier ses brûleurs et ses internes pour utiliser de l'hydrogène comme combustible dans ses fours. Ça, c'est intéressant. Et enfin, le troisième volet, qui est aussi un couplage intéressant, c'est du Power to Chemicals, où là, on a la chance d'implémenter une réaction exothermique qui va nous fournir la chaleur pour notre électrolyseur, pour produire cette vapeur à nouveau à haut rendement, qui va nous permettre de produire l'hydrogène utile à la réaction. Voilà. Donc, nouvelle société, des ambitions importantes, une technologie avec des grandes promesses. Pour autant, il faut respecter les étapes, développer la technologie, la valider à des échelles de démonstration significatives et ensuite faire le go pour la Gigafactory. C'est une technologie qui n'est pas en opposition avec les technologies qui ont été présentées précédemment, mais vraiment en complément. Chaque technologie aura sa zone de confort et sa zone d'excellence. Et par ailleurs, dans la mesure où nous sommes à un niveau de maturité moindre, l'ouverture du marché, montrer que c'est crédible avec des technologies matures, c'est fondamental, y compris pour Genvia. Voilà, si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra y revenir. Merci Patrice. J'appelle maintenant Thomas Cazade pour la société ErgoSup. Donc là, on a parlé plutôt jusqu'à présent de production d'hydrogène et maintenant, on va aller vers le stockage. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les solutions innovantes de production et stockage d'hydrogène vert que nous développons au sein d'ErgoSup. Donc ErgoSup, on est une start-up d'une vingtaine de personnes. On a développé notre propre technologie innovante de production d'hydrogène, de stockage d'hydrogène. C'est une technologie qui est brevetée. Et on a reçu un certain nombre de récompenses pour cette technologie, ce nouveau procédé. On les voit ici sur la droite. Notre équipe, elle est pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on s'est accompagné les phases de développement d'un produit sur toutes les étapes, R&D, architecture, ingénierie, conception et mise en service essai. Donc notre technologie, c'est une électrolyse de l'eau, mais c'est une électrolyse qui est dite fractionnée. Donc on trouve les composants classiques du son électrolyse, donc nos électrodes et un bain de solution liquide, et on utilise un intermédiaire qui est le zinc, qui nous permet de découpler dans le temps, en 2 étapes, cette électrolyse. Une première étape, on utilise l'électricité et on génère uniquement l'oxygène, et on fait un dépôt de zinc solide par ailleurs. Et une deuxième étape, où on a une réaction spontanée, où ce zinc est consommé, et là on a une génération d'hydrogène. J'insiste sur ce deuxième point, c'est une réaction spontanée qui ne nécessite pas d'apport d'électricité. Et cette mise en œuvre, elle apporte 2 points clés et différenciants. Le premier, c'est qu'on sait produire de l'hydrogène directement à haute pression sans compression mécanique. En effet, sur notre deuxième étape, la réaction spontanée, si on ferme le réacteur, qu'on laisse monter en pression, on peut collecter l'hydrogène directement à haute pression, on parle de 100 à 300 bars. Le deuxième point fondamental, c'est que si on s'arrête entre les 2 étapes de notre procédé, on a une forme de stockage qui est stable dans le temps et qui est facile à gérer, puisqu'on a du liquide d'un côté, du zinc solide de l'autre, et ça, ce sont des choses assez faciles à stocker et stables sur le long terme. Donc ça permet de stocker une grande quantité d'hydrogène sous forme ionique. On n'est pas sur d'hydrogène liquide, on est vraiment sur une solution électrolyte chargée en ion H+. Corollaire de cette mise en œuvre, l'hydrogène chez nous, il est produit seul, il n'y a pas de coproduit, donc on a un haut niveau de pureté d'hydrogène, d'autant plus si on produit à haute pression, on a moins d'eau. Et enfin, on peut découpler du coup l'usage ou le besoin d'électricité de l'usage et le besoin d'hydrogène. On a fait une première partie du chemin avec des produits haute pression et des petites capacités, donc c'est pour ça qu'on est connu jusqu'à maintenant. On a par exemple notre produit IrisLab qui est en phase pré-commerciale et les 2 démonstrateurs, IrisDrone et IrisDrive, qui sont au stade de prototype fonctionnel dans nos locaux. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un deuxième axe de développement qui est comment faire de la production massive et du stockage massif d'hydrogène avec notre technologie. Je voudrais d'abord vous partager un peu notre vision des choses et ça va faire le lien avec d'autres éléments qui ont été abordés ce matin ou en début d'après-midi. Pour nous, l'hydrogène est une brique fondamentale de la transition énergétique, en particulier quand on parle d'hydrogène vert, on parle d'utiliser de l'électricité pour le produire. Donc, ça va être intimement lié, la production d'hydrogène va être intimement liée à ce qui se passe sur le marché de l'électricité. Or,
Pour nous, le marché de l'électricité, il va passer d'une logique de flux à une logique de stock. Et ça pour différentes raisons. La première, on l'a abordé par avant, c'est qu'on a une intégration forte des énergies renouvelables qui arrivent avec leur intermittence, éolien, solaire, et en parallèle de ça, on a des besoins dans l'industrie qui sont colossaux, qui sont souvent réguliers ou continus, et donc il faut faire matcher les deux. Deuxième point, on l'a vu à travers les scénarios RTE pour un futur énergétique en 2050, le power to gas va jouer un rôle pour la stabilisation du réseau, et avec l'hydrogène inclus. Or, on ne dit pas exactement comment on va stocker sur le long terme cet hydrogène. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore assez peu adressé. Et enfin, dernier point, on ne va pas revenir sur la volatilité des prix de l'électricité, mais si on veut produire l'hydrogène seulement quand l'électricité n'est pas chère, ou idéalement quand l'électricité n'est pas chère, il va bien falloir pouvoir gérer aussi une partie de stockage. Donc pour toutes ces différentes raisons, il nous semble important d'anticiper, de prévoir un stockage massif d'hydrogène. On parle de stocker sur plusieurs semaines, voire des mois ou plusieurs mois. Voilà. Et il nous semble que ce sujet n'est pas suffisamment adressé et aussi qu'on n'adresse pas la question du coût de ce stockage. En effet, il y a une récente publication, on voit sur les deux graphiques à droite, qui regarde ce qu'on appelle le coût, donc le LCHS, pour Hydrogen Storage, le coût du stockage ramené au kilo d'hydrogène stocké. Et on voit typiquement sur le graphique du haut que sur une échelle de 4 mois, en fonction des différentes technologies, donc on retrouve les différentes technologies qui ont été évoquées avant en début de cette session, le coût peut être non négligeable. On parle de plusieurs euros ou dizaines d'euros par kilogramme d'hydrogène. Et pareil, sur le graphique du bas, on voit qu'en fonction des technologies, plus la durée du stockage est longue, plus le coût de ce stockage, ramené au kilogramme d'hydrogène utilisé, est important. Donc il faut bien comprendre, à l'heure où on parle de la course à la production pas chère d'hydrogène, qui est un élément clé qu'il faut faire, bien entendu, l'hydrogène qu'on va utiliser dans nos procédés industriels et dans nos voitures ou autres, c'est bien le coût de la production plus le coût du stockage, et c'est bien la somme des deux qui va faire s'il est compétitif ou non. Et donc c'est là qu'Ergosup apporte une brique innovante. Nous, notre solution, elle permet d'intégrer les deux. Si on regarde une production massive, on peut la découper en 3 étapes. Première étape à gauche, une unité de production de zinc. Donc là, on parle de grosse unité de production. C'est ce qui se fait dans l'industrie de production de zinc, dans l'électrométallurgie du zinc. On parle de produire du zinc solide en apportant de l'électricité et de dégager uniquement de l'oxygène. C'est la première étape de notre procédé. Au milieu, on retrouvait une partie stockage, on stocke séparément les plaques de zinc et l'électrolyte sous forme de grosses cuves, et la taille des cuves dépend du dimensionnement, on peut aller à l'équivalent de 1 à 10 tonnes d'hydrogène stocké, ça dépend de la place et du volume qu'on veut mettre, et du besoin. Et enfin, dernier point, la partie restitution, on remet en contact cette solution et ce zinc solide, et on génère de l'hydrogène. À noter que ce procédé peut très bien s'intégrer à plein d'égards avec d'autres choses. Typiquement, si on a l'hydrogène en excès, on peut directement passer sur un brick stockage. On peut valoriser la chaleur dégagée lors de la production d'hydrogène. On peut se coupler directement aux énergies renouvelables. Typiquement, dans l'industrie de production du zinc, on sait facilement faire de l'effacement ou réduire la charge électrique. Donc pour récapituler, on a ce stockage qui permet de faire du stockage massif saisonnier sous forme ionique, à pression atmosphérique, à température ambiante. On peut découpler le besoin électrique de la production d'hydrogène, ce qui apporte de la flexibilité sur le moment où on peut produire en fonction des prix de l'électricité ou d'autres contraintes, type effacement. Ça apporte aussi de la flexibilité pour se coupler aux énergies renouvelables, éolien, solaire. Et enfin, on garde notre haut niveau de pureté puisque l'hydrogène reste produit seul. Pendant cette deuxième étape, on recombine l'électrolyte et le zinc. En termes d'avancée, de maturité, donc là, c'est un nouvel acte de développement pour notre société. On a passé du temps cette année à faire la phase d'avant-projet sommaire et à identifier les besoins. Donc, il y a peut-être des personnes dans la salle qu'on a eu au téléphone pour faire une forme d'audit de vos besoins, comprendre quelles sont vos problématiques et les enjeux liés à ce stockage. Et aujourd'hui, on cherche un démonstrateur de l'ordre de 200 kg jour pour prouver la mise en œuvre de notre solution et sa compétitivité. Et donc, on est en recherche de sites et de partenaires pour financer et mettre sur pied ce démonstrateur. Merci beaucoup. Merci Thomas. Jules. Donc Jules va nous parler plutôt d'une application, enfin d'un usage de l'hydrogène dans la mobilité. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous présenter la société Inocel et également d'échanger sur la filière hydrogène régionale, qui va être un point également important. Avant de parler d'Inocel et de la société, quelques mots de contexte pour comprendre sa genèse.
Aujourd'hui, on est dans un contexte, vous le savez tous que trop bien, de réchauffement climatique qui est exacerbé par une instabilité croissante qui rend les questions de souveraineté et d'indépendance énergétique clés. Dans ce contexte, on sait que les énergies fossiles sont amenées progressivement à être remplacées par les énergies renouvelables, mais pour que les énergies renouvelables s'imposent, il faut qu'on résolve une question clé qui est la raison du stockage. Le stockage de l'hydrogène, il a une solution qui est aujourd'hui le centre de l'attention, qui est le vecteur énergétique hydrogène. Chez Inocel, on a la conviction que c'est plus qu'une solution, que c'est la chaîne indispensable et le maillon indispensable de la chaîne des énergies décarbonées du futur. Dans ce contexte, finalement, pourquoi est-ce qu'on existe ? Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se structurer, qui sont présents sur l'ensemble de la chaîne. On le voit aujourd'hui et votre présence en nombre est une bonne chose sur ce point. Mais on a la conviction, en toute humilité, d'avoir un rôle clé à jouer avec une solution qui peut être un game changer sur certains segments clés sur lesquels aujourd'hui il y a des réponses ou des verrous technologiques qui ne sont pas forcément levés. Il existe notamment des cas d'usage attendus par les industriels sur lesquels il y a un ensemble de freins. On va en parler sur 3 secteurs clés. On a donc développé une technologie avec un objectif en tête qui est toujours le même, qui est de lever ces freins pour décarboner à court terme, mais aussi à très grande échelle. En suivant cette logique, on se concentre sur 3 grands types de secteurs qui sont des secteurs à la fois internationaux et de grand volume et qui sont des secteurs sur lesquels il existe toujours ces freins qui persistent et il existe déjà un marché émergent parce que la solution hydrogène commence à être compétitive sur la durée de vie d'utilisation des solutions. On a donc 3 grands marchés qui aujourd'hui concentrent notre activité. C'est le premier marché, c'est le marché du stationnaire, qui est le marché des applications des groupes électrogènes ou des groupes secours. On a également une forte appétence pour le marché de la mobilité lourde. Donc on pense aux bus, aux camions, mais aussi aux engins de chantier, aux engins de construction, les engins portuaires, aéroportuaires, pour lesquels la solution électrique, qui est adaptée dans la mobilité légère, n'est pas adaptée dans la mobilité lourde pour 3 raisons principales: le poids des batteries, leur encombrement et surtout un temps de recharge trop long pour les fortes puissances exigées dans la mobilité lourde. On est également présent sur un secteur clé qui est le secteur du maritime, avec des puissances qui vont jusqu'à plusieurs mégawatts. Pour répondre à ces 3 grands secteurs et à leurs besoins, on a une technologie qui se base sur 25 ans de développement et de recherche de la part du CEA, le CEA que vous connaissez tous et qui est représenté aujourd'hui, qui a une réelle expertise sur les domaines des piles à combustible et de l'hydrogène en général, et qui a fortement contribué au développement de nos technologies. Sur cette base, on a une trentaine d'ingénieurs-chercheurs qui ont travaillé pendant plus de 2 ans au développement d'une solution technologique. Une solution technologique qui, en fait, est un produit, une pile à combustible qui a des caractéristiques assez étonnantes. C'est une pile de très forte puissance, plusieurs centaines de kilowatts, qui sera la première pile de ce type disponible sur le marché dès 2023 en pré-série et dès 2024 en produit commercial. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu malicieux. Je vais vous faire un teaser de cette technologie, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que la semaine prochaine, on a une annonce officielle, et je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et la presse, où on va dévoiler dans le détail ce produit commercial et ses caractéristiques. Mais s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est 4 éléments différenciants de ce produit qui vont lui permettre de s'imposer, qui vont lui permettre de faire que la chaîne hydrogène soit efficiente et pertinente sur l'ensemble, jusqu'au système et aux applications avec l'utilisation de piles à combustible. La première des caractéristiques, c'est donc une pile de très forte puissance, plusieurs centaines de kilowatts, plus de 250, qui a un rapport compacité-puissance, c'est-à-dire à puissance donnée pour un volume et un point donné, je réexplique le rapport, c'est le rapport compacité-puissance, c'est pour une puissance à volume et à poids donné, on a 3 fois plus de puissance que le standard du marché. On a également une solution qui est extrêmement modulaire, donc qui est une pile à combustible qui peut s'adapter dans des systèmes qui vont de quelques centaines de kilowatts jusqu'à plusieurs mégawatts, avec une solution 3 mégawatts qui tient dans un conteneur de taille standard, donc qui, encore une fois, est très compacte. On a aussi une pile qui a un niveau d'efficience, et je reste un petit peu vague volontairement, mais vous aurez du détail, même si vous avez déjà le pic d'efficience de 60% sur cette slide, et un niveau de durabilité qui sont aux meilleurs standards du marché pour permettre un coût d'utilisation sur la totalité du durée de vie du produit qui soit compétitif.
On a un dernier point qui est très important sur cette pile qui est à retenir, c'est une très très forte réactivité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des montées en puissance très rapides et on peut avoir des appels de puissance variables sur l'utilisation de cette pile qui n'entachent pas la durabilité de la pile. Ça permet d'avoir des applications et des systèmes dans lesquels la pile à combustible est intégrée et il y a un très faible niveau d'hybridation, c'est-à-dire des batteries de taille très réduite, ce qui limite la masse et l'encombrement des systèmes finaux. Donc on a vraiment la conviction, et on est en train de le prouver, et j'y reviendrai par la suite, on a une solution qui peut remplacer les énergies carbonées et les moteurs thermiques dans la mobilité lourde, la mobilité marine et le stationnaire. On se concentre aujourd'hui vraiment sur l'ensemble de la conception de notre module pile à combustible et sa production. Comme je l'ai annoncé, on aura un produit commercial de grand volume dès 2024 et en plusieurs milliers d'unités à partir de 2025. Mais on travaille aussi sur l'ensemble de la conception d'une chaîne de propulsion, d'une chaîne énergétique pour les besoins d'intégration et de dimensionnement des différents acteurs du marché qui n'ont pas forcément aujourd'hui la maturité pour répondre à ces enjeux. Quelques mots sur notre présence à venir et sur notre démonstrateur également. On sera présent du 2 au 10 décembre sur Paris pour présenter nos technologies, donc vraiment cette pile à combustible, celle que vous voyez à l'écran, ainsi qu'un démonstrateur lors du Salon nautique de Paris. Donc un démonstrateur, vous en doutez, si au Salon nautique ce sera un bateau, qui est un bateau de très haute performance. On a souhaité avoir un bateau qui ait un niveau de performance et un niveau d'autonomie qui soit équivalent à son homologue thermique. On avait en tête un but très très précis, c'est prouver qu'avec cette pile à combustible, il peut exister un monde hydrogène de très forte puissance, de grande autonomie, sans concession face aux énergies thermiques. J'aimerais finir cette intervention par quelques mots sur la filière hydrogène française et la filière hydrogène régionale en général. On a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs très dynamiques, d'avoir des pouvoirs publics qui nous soutiennent, et d'avoir un terreau qui est favorable au développement de technologies. Je pense qu'il faut vraiment qu'on collabore et qu'on travaille ensemble pour arriver vite sur les marchés, parce que le time to market et la fenêtre de tir se sont réduites avec la crise énergétique qui a démarré ces derniers mois, et le réveil des acteurs internationaux, notamment nord-américains et asiatiques, qui sont en train de sortir des solutions sur le marché à grande vitesse. Et il y a vraiment une nécessité de collaborer, et je remercie aujourd'hui vivement la région d'aller dans ce sens à cet égard, en organisant cette journée, et en essayant et en trouvant des solutions pour construire une filière hydrogène française et régionale, et à plus large échelle européenne, qui soit compétitive face aux compétiteurs étrangers qui sont en train de structurer. Merci. Merci beaucoup. On va se donner un quart d'heure de questions avant de redonner la parole à Julie. Est-ce que vous en avez ? C'est toujours difficile, hein, la première question. Mais on en a préparé. Julie, peut-être. L'électrolyse nécessite de l'eau comme ressource. Que représente la consommation d'eau avec ces technologies et y a-t-il un risque pour les réserves d'eau ? On m'a fait faire des calculs, c'est un peu dur, mais bon. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous indiquais que dans la vision européenne, en 2030, on voulait installer 100 gigawatts d'électrolyse qui vont produire, on va dire, 10 millions de tonnes d'hydrogène par an, ou 20 si jamais il fonctionnait 8000 heures par an. Pour ce type de production d'hydrogène, on va consommer 9 fois plus d'eau, hein, c'est la réaction, donc ça c'est assez facile. Et si on essaye de rapporter ça à des grandeurs qui parlent peut-être un petit peu plus, en référence, hein, le plus grand barrage de France, c'est le barrage de Serre-Ponçon, on va consommer pour la production globale d'hydrogène en 2030, donc ces fameux 100 gigawatts, entre 10 et 20% de l'eau contenue dans ce barrage. Voilà, ça donne une idée. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même pour toute l'Europe. Donc finalement, je pense qu'on peut gérer la problématique de la consommation en eau. Donc là, on parle d'eau, je dirais, douce, mais il existe bien sûr aussi des options de dessaler l'eau de mer et ensuite de la traiter pour l'électrolyser. Et là, évidemment, la ressource est plus conséquente. Est-ce que vous avez trouvé le temps d'avoir une idée pour une question ? Je vous laisse lever la main et puis après, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro devant vous. Tenez. Alors, allez-y.
Vous pouvez mettre votre micro peut-être, parce que je crois que c'est enregistré et il y a un replay pour ceux qui ne pouvaient pas voir. Merci. Oui, pour les électrolyseurs haute température, haute pression, je me demandais si l'eau était dopée ou contenait des électrolytes pour favoriser justement la réaction en électrolyte. 1, 2. Donc pour l'électrolyse à haute température, la qualité d'eau est exactement la même qu'à basse température. Donc c'est de l'eau déminéralisée, simplement. Non, on ne la charge pas en matériaux particuliers ou pour le fonctionnement. C'est de l'eau déminéralisée. Oui, j'avais une question moi on a beaucoup parlé de versatilité des outils, notamment la capacité de monter en charge ou de descendre de façon rapide ou pas rapide d'ailleurs. Donc j'ai une question en termes de technologie, les 2 ou 3 technologies que vous avez citées, quelles sont les principales différences? Ça c'était la première question. Et la deuxième question, c'est la même chose mais du point de vue économique. C'est des capex importants, donc a priori on peut les faire fonctionner quand on a de l'énergie renouvelable, ça n'arrive pas tout le temps, donc est-ce que c'est des outils qui sont faits pour fonctionner un temps partiel dans l'année, et si oui, quel est l'impact économique en total cost of ownership de l'hydrogène délivré? Oui, alors première question sur la versatilité, donc plutôt des technologies alcalines. Nous, on est sur des technologies alcalines pressurisées, 30 bars de pression, ce qui fait que par rapport à l'alcalin qui était atmosphérique, vous avez 30 fois moins de volume fluide à mettre en mouvement et à être réactif. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a un niveau dynamique, alors, on va dire, on est en moins de 20 secondes, pour être de 0 à nominal. Quand vous êtes vraiment à l'arrêt, vous démarrez complètement 20 secondes. Et puis la descente, elle est en moins de 3 secondes pour s'arrêter. Donc c'est assez dynamique et assez rapide. On est plutôt 20% par seconde de calage. Et les systèmes dynamiques en soi sont surtout calés par les auxiliaires qui sont le transformateur et le redresseur. Donc il faut vraiment que vous ayez ces appareils qui permettent de suivre la vitesse de commande pour pouvoir le caler. Donc ça, c'est numéro 1 sur un système d'électrolyse. Pour ce qui est de la deuxième question, c'était le CAPEX intensif. Écoutez, là, pour ça, le CAPEX intensif, pour réduire les coûts, alors voilà, l'usage intermittent. Dans la technologie alcaline, vous avez vu le projet, on est à 100% solaire à la Guyane. Donc, les systèmes sont automatiques, sont en attente, peuvent rester en stand-by pendant des journées et des journées, et dès que vous avez du courant, vous mettez en production immédiate. Donc, le côté dynamique solaire, alors effectivement, là, on va travailler en temps solaire, donc c'est quand même plutôt dans les 2300 heures par an, ou un peu moins, je crois. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est pas autant d'heures que si vous êtes en charge permanente, nominale, 8000, 8500 heures pour un industriel. Et donc les équipements sont faits pour bosser. Effectivement, il faut envoyer de l'électron pour produire et transformer. Donc moins vous avez d'heures, plus c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que pour un objet sur l'insularité, vous travaillez moins d'heures, mais vous remplacez des systèmes fossiles, un moteur, des cogés ou des moteurs électriques qui coûtent vraiment très très cher en milieu insulaire pour amener le pétrole et autres. Donc on est à iso-coût. Il est clair que sur une maille continentale, vous avez un réseau qui distribue des électrons. Si vous voulez être à côté et dire j'ai envie d'être autonome, je ne travaille que 1200 heures et je stocke tout et je suis autonome, ça va être compliqué d'être compétitif en coût. Le réseau électrique reste quand même un objet de solidarité des échanges qui est quand même assez compétitif. Donc c'est à calibrer à chaque fois en fonction de l'endroit, du coût et de bien dimensionner stockage et autres. Voilà. Ça c'est pour la partie alcaline. Alors pour compléter pour la partie pour ce qui concerne Argosup, donc je vais rebondir directement sur la deuxième question. Donc effectivement, ce sont des unités de production, surtout sur le deuxième axe développement, qui nécessitent du CAPEX. On parle de faire une petite unité de production sur place, on n'est pas sur
une unité mobile. Donc oui, ça nécessite du CAPEX. Et nous, justement, la particularité d'Ergosup, c'est que notre solution sera particulièrement adaptée quand il y a de l'intermittence et quand il n'y a pas une production continue et avec un besoin de stockage, parce qu'intrinsèquement à notre mise en œuvre, on a cette possibilité de stocker sous forme ionique l'hydrogène. Clairement, si vous avez un besoin fixe continu 24/24 toute l'année, notre technologie elle sera peut-être moins pertinente. Et donc là, typiquement, il faudra peut-être aller voir mes voisins. Et après, la question du coût, c'est un coût global. Typiquement, suivant la taille du stockage, suivant la durée, on l'a vu, qui est quand même assez impactante. Ce que j'ai essayé de montrer sur les graphiques, plus le stockage va être long, plus le coût ramené au kilo d'hydrogène va être important. Et donc là, on ne peut pas faire de réponse claire. Ça dépend vraiment du projet, du besoin, de la taille, du foncier que vous avez, etc. Pour rebondir sur le premier point que vous avez abordé, toujours pareil pour ce qui concerne Ergosup, nous, comme on dissocie les deux étapes, l'électricité sur notre étape 1 et la production d'hydrogène seule sur l'étape 2, si vous modulez la partie électricité sur l'étape 1, ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'hydrogène. Donc ça, c'est important. La modulation en densité de courant ne va pas apporter de polluants, de dégradation sur ce qui va se passer en sortie sur l'hydrogène. Et ensuite, sur ce qui se fait dans l'électrochimie du zinc, et ce qu'on voit à grande échelle, c'est que typiquement, c'est des industries qui savent s'effacer et réduire de 100 à 30% assez rapidement et qui sont dans les mécanismes de stabilisation du réseau. Donc oui, sur ce type d'unité de production-là, on peut moduler sans conséquence a priori sur l'hydrogène produit derrière. Pour répondre rapidement sur la partie pile à combustible, c'est plutôt une réponse qui est orientée sur le côté besoin et utilisateur. Sur le taux d'utilisation et l'intermittence, on peut avoir une pile à combustible ne se dégrade pas, en tout cas une technologie PEM, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc il peut très bien y avoir une utilisation qui se fait par intermittence avec des temps d'utilisation à l'arrêt qui soient longs. C'est absolument pas un souci. Sur la partie équation économique, finalement, le coût d'une pile à combustible, il est lié à sa longévité. Et encore une fois, vu qu'elle ne se dégrade pas quand elle n'est pas utilisée, on n'a pas ce sujet-là. Quand on a des appels de puissance qui sont variables sur la pile à combustible, si ça n'entache pas sa durabilité, ce qui est un sens sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, il y a également, sur le point de vue économique, une incidence qui est extrêmement réduite. Et pour terminer le panorama sur la technologie haute température, il y a des avantages et des inconvénients à la haute température. L'avantage, c'est le rendement. L'inconvénient, c'est les stabilisations thermiques. Donc évidemment, la technologie, elle n'aime pas trop, en tout cas pas trop, aller du froid au chaud rapidement. Donc on recherche des profils d'usage où la technologie reste chaude la plus longtemps possible. Donc on recherche plutôt des usages à 8000 heures par an qu'à 100 heures par an. Ça c'est clair. Pour autant, une fois qu'on a stabilisé la température, on peut quand même moduler, faire des suivis de charge. Alors, on dit classiquement entre 30 et 100% de profil de charge. Les temps caractéristiques par rapport à ce qui ont été dit avant, c'est plutôt la minute dans notre cas que la seconde, puisque à chaque changement de régime, il y a un caractère thermique, soit d'exo, soit d'endothermique. Enfin, bref, il faut stabiliser. Enfin, si on est sur un profil d'usage jour-nuit, qui n'est pas le plus favorable pour notre technologie, ce qu'on peut envisager, là du coup de manière favorable, c'est 2 choses. Soit la première, c'est qu'on ne produit plus la nuit, mais on maintient le système chaud. Dans ce cas-là, on a une consommation spécifique qu'on essaye de réduire le plus possible, évidemment. Donc après, c'est un modèle économique à regarder. Soit l'autre, qui est peut-être plus favorable, probablement à déclinaison un tout petit peu plus lointaine, c'est de faire du réversible, ce dont je parlais tout à l'heure. Quitte à laisser l'appareil chaud, autant produire de l'électricité lorsque l'on en a besoin et qu'on a stocké l'hydrogène que l'on a produit préalablement. Donc c'est une voie alternative possible qui consiste à finalement dans le même objet faire plutôt pile et électrolyse au lieu d'en faire 2 comme vous l'avez montré je pense tout à l'heure pour les profils. Voilà. Mais pour autant, lorsqu'il y a des profils variables, c'est quand même pas la zone de confort privilégiée d'une technologie à haute température, même si on apprend à vivre avec. Oui, je vais rajouter juste un dernier détail, technologie, qui doit, pour toutes les technologies d'électrolyse, ce qui peut également améliorer en termes de CAPEX pour des projets solaires, hein, on imagine des gigawatts solaires et autres, c'est l'alimentation électrique. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire encore en développement, puisqu'aujourd'hui, tous nos systèmes sont sur du
Enfin, les systèmes d'électrolyse marchent en courant continu. Et les alimentations que l'on installe sont toutes en DC, en AC. Donc, on est toutes en courant. Donc, quand il y aura des hubs spécifiques DC-DC, qu'on travaille en courant continu, ça veut dire que les redresseurs, enfin, pas les redresseurs, il n'y en a plus, mais le pilotage en courant continu pour des très fortes puissances arrivera. Et ces technologies sont en train d'être travaillées par des constructeurs électriques très forts. Donc, je sais que EDF, la R&D travaille dessus, accompagne les grands projets. Donc, toutes ces parties puissance aussi vont faire d'énormes progrès et vont ramener des technologies qui vont ramener des gains et des rendements sur ces parties amont pour tous les types d'électrolyse. Donc, ça, c'est aussi encore des développements techniques parallèles sur les auxiliaires. Oui, encore. Je vous écoute. Allô, allô. Bonjour, Anthony Chavannes, groupe HEF. J'ai deux questions rapides, une sur les électrolyseurs, une sur les piles. La première sur les électrolyseurs, on voit que les concurrents internationaux, en particulier américains et chinois, ont déjà des capacités de plusieurs gigawatts de production. Est-ce que les projets IPCEI où vous avez été nommé vont être suffisants pour rattraper ces capacités de production? Première question. Et deuxième question, pour les fuel cells, pour la forte puissance, on voit qu'il y a beaucoup de développement par rapport aussi au moteur thermique pour la haute puissance, moteur thermique hydrogène. Et je voulais un peu avoir votre avis, CEA et Inogel. Alors, Gigafactory, alors l'Europe est en avance, contrairement à ce que... voilà. Après, il y a beaucoup d'annonces. Attention, il faut vraiment rentrer dans les détails. Donc, les Gigafactory, les produits... de très grande taille dans les technologies avancées n'existent pas encore. Donc c'est des effets d'annonce, on va construire des usines, mais il faut aussi avoir les produits de ces tailles-là qui vont être développés. C'est sûr que l'outil industriel chinois est très très performant, ils ont beaucoup d'acteurs. Ils ont des acteurs de premier rang, mais vu les aides, et l'Europe a fléché quand même des programmes stratégiques, on est quand même dans une des branches stratégiques concernant l'Europe, vu les acteurs européens que l'on a, on a des technologies quand même assez avancées qui nous permettent quand même d'être en avance. Alors pour ce qui est des États-Unis, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont aussi des technologies, bon voilà, non, on en connaît quelques-unes, on en a intégré. Je dirais qu'il n'y a pas de, pour l'instant, ça va être un effet de moyen et on verra effectivement qui sera à la fin, oui c'est sûr. Sur la partie pile à combustible fuel cell, les moteurs thermiques à injection hydrogène sont effectivement en train de se développer dans différents secteurs, et je pense notamment à l'aviation. Ils ont un sens en fonction des différents secteurs et ce n'est pas forcément une chose qui est négative. Et il y aura différents types de technologies en fonction des besoins et des usages. Par contre, ils ont un désavantage qui reste clé et majeur, qui est d'émettre des NOx et des gaz qui sont liés à la combustion imparfaite. Et on ne pourra jamais avoir une combustion parfaite d'un gaz ou d'un liquide, quoi qu'on en veuille. Donc les piles à combustible ont un sens par rapport à ça, et elles ont aussi un sens de pouvoir être hybridées avec un moteur thermique, électrique, qui a de réels avantages dans beaucoup d'applications. Donc il y a un marché pour les deux, à la fois pour les piles à combustible et pour les moteurs thermiques, avec injection hydrogène à combustion interne, qui ne sont pas forcément aujourd'hui vraiment compétiteurs. Et il existe réellement deux chemins sur lesquels les technologies vont s'installer avec des cas d'usage différents. Une dernière question, je pense. Oui. Du coup, ma question, elle est aussi sur les piles à combustible. Dans quel cas on va privilégier une pile à combustible par rapport à une batterie électrique, notamment sur les solutions de mobilité urbaine? Parce que je pense donc on parle de rendement et d'efficacité énergétique, et du coup, utiliser de l'hydrogène et une pile à combustible, ça implique énormément de transformation par rapport à un rechargement direct d'une batterie. C'est une très bonne question, et en fait ça a été une des premières questions qu'on s'est posées quand on a créé Inocel, et qui ont fait qu'on a pris une décision stratégique et une orientation qui était celle des très fortes puissances et de la mobilité lourde, si on parle de mobilité, puisque l'électrique a un vrai sens pour la mobilité légère, puisqu'il répond quasiment à toutes les problématiques, et il y a un développement aujourd'hui des batteries qui va dans le bon sens en termes de rapidité de recharge et
et de respect de l'environnement en termes d'utilisation de matériaux et autres. Par contre, dans la mobilité lourde, ou dès qu'on a besoin d'une très forte puissance ou d'une grande autonomie, les batteries perdent de leur sens parce qu'elles ont un poids extrêmement élevé et elles ne sont pas des solutions compactes. Donc dans un camion, si vous mettez pour un camion de 300 kW, qui fait environ 420 chevaux, vous allez avoir un besoin de batterie qui va être tellement volumineux et lourd qui va vous impacter votre charge utile et vous n'allez plus pouvoir transporter de marchandises dans le camion. Donc on voit bien que dans des usages lourds où il y a un besoin de grande autonomie, les batteries n'ont pas vraiment de sens, ou alors il faudrait qu'elles se miniaturisent et que le temps de recharge également baisse de manière drastique, puisque pour recharger un camion qui va avoir un peu plus de 300 kW de puissance en batterie, il va falloir un nombre d'heures qui ne va pas permettre de faire des rotations avec ce camion de manière efficiente. Donc nous, on se positionne vraiment et on a vraiment la croyance que l'électrique a un sens sur la mobilité légère jusqu'à un certain point, mais qu'il y a un ensemble d'applications sur lesquelles l'hydrogène a une plus-value qui est certaine par rapport à l'électrique. Oui, une dernière petite valeur technique, c'est la vitesse de remplissage. C'est ça qui fait la force. Juste pour avoir une notion, c'est la vitesse de remplissage pour un véhicule et pas encore pour les poids lourds. C'est comme si vous aviez un chargeur électrique de capacité de 10 mégas. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous voyez les bornes électriques qui existent. Ils ne sont pas encore à pouvoir charger 10 gigas dans la rue comme ça. Donc et ça, c'est que le début. 10 gigas, on va encore monter en puissance. On voit bien dans les stations de distribution et les protocoles de charge qu'on travaille, qu'on essaie d'imaginer. Pour charger des trains, des poids lourds, on va pouvoir charger plus vite encore. Et pour donner un cas d'usage précis et concret, typiquement, le bateau qui est notre démonstrateur, il faut 9 minutes à peu près pour le charger en fuel, il faut 10 minutes pour le recharger en hydrogène et il faut 17 heures en électrique. Je vous remercie. Je vais, comme je vous le disais au début, je vais repasser la parole à Julie, qui va élargir sur l'énergie en général. Tiens, je te laisse. Merci. Donc on a beaucoup parlé d'hydrogène jusqu'à maintenant, mais comme ça a été introduit ce matin, en particulier par le président Wauquiez, la problématique, elle est aujourd'hui plus globale et elle est énergétique, que ce soit pour l'industrie, les territoires et même les particuliers d'une manière générale. Le contexte, on le connaît tous, c'est l'augmentation du coût des énergies, mais également aussi le coût des matières, et puis pour les industriels, de l'évolution de la taxe carbone, dont on n'a pas forcément la vision complète de ce qu'elle deviendra. Ce qui du coup nous pousse d'une certaine manière à devoir évoluer vers une vision intégrée avec des réseaux multivecteurs et des véritables hubs énergétiques. Ajouter au fait, ça a été mentionné aussi plusieurs fois ce matin, d'avoir un besoin plus important de flexibilité pour s'adapter à la disponibilité des énergies. Donc in fine, basé sur ce contexte, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit globalement travailler à améliorer l'efficacité énergétique et la décarbonation des usages, mais des usages dans les sites et dans les territoires, en optimisant d'une part les procédés, mais aussi en changeant de vecteur énergétique et en permettant des passerelles entre vecteurs, tout en ayant en tête aussi qu'on peut travailler à valoriser des coproduits ou des déchets et à les récupérer. On peut parler de chaleur fatale, de vapeur, d'eau, etc., sans oublier évidemment le fameux CO2 qu'il convient de capter et éventuellement de convertir. Dans tout ça, donc, l'hydrogène est une composante, et c'est une composante importante cette molécule peut permettre d'être une passerelle entre vecteurs, le vecteur électricité, le vecteur gaz, voire le vecteur chaleur dans certains cas. Mais comme je viens de le dire, il existe de nombreuses autres briques à considérer, ce qui fait que les systèmes énergétiques aujourd'hui sont complexes, et on voit bien que cette complexité tend à augmenter. Et dans ce cadre-là, pour optimiser ces systèmes énergétiques, globalement, on peut imaginer que l'approche habituelle, l'approche expert ou règle de l'art, va devenir assez rapidement insuffisante. Et on aura probablement besoin d'une approche beaucoup plus sophistiquée, de type multicritères, multi-énergie, multi-ressources et intégrant le CO2 à différentes échelles, l'échelle du composant bien sûr, l'échelle du système, l'échelle du site industriel, mais aussi du site industriel dans un écosystème industriel plus global et in fine dans le territoire complet. Et donc dans cet aspect multicritère, on doit prendre en compte, ça a été évoqué à maintes reprises aujourd'hui, le volet économique, le volet environnemental, le volet réglementaire qui a également été indiqué très souvent, et puis bien sûr le volet technique pour considérer les briques disponibles. Côté énergie, là aussi c'est très large, électricité, hydrogène, froid, chaleur, cogénération. Et dans les ressources,
l'eau, le procédé, les rejets, les déchets et le CO2. Et cette approche-là, en fait, elle va avoir deux usages, je dirais, ou deux apports. D'abord, un soutien réel aux acteurs industriels, notamment pour les aider à développer de nouvelles technologies bas carbone ou l'optimisation de leurs procédés. Mais ça peut servir également aux initiatives territoriales pour les aider, par exemple, à bâtir un schéma directeur autour de l'hydrogène ou pour piloter un réseau de chaleur existant, par exemple. Et donc, cette approche pour l'optimisation de systèmes complexes, vous avez compris avec ce que je viens de dire, il faut que ce soit une approche globale. Et la bonne approche est peut-être de commencer par explorer le champ des possibles qui s'offre à nous en termes d'évolution du système énergétique des sites pris dans leur environnement pour à la fois satisfaire les ambitions environnementales, mais sous contraintes économiques et techniques, évidemment. Et in fine, tout ça vise à accompagner donc à la définition de schémas directeurs pour atteindre des objectifs à la fois locaux et globaux, c'est-à-dire dans l'environnement, en intégrant ces nombreuses contraintes énergétiques, carbone et eau, mais aussi, et ça a été mentionné plusieurs fois ce matin, des problématiques d'horizon temporel. Ça ne sera pas la même chose dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Le nucléaire de ce matin était un bon exemple. Il faut vraiment s'en préoccuper très très en amont. Et puis aussi prendre en compte que les technologies de demain ne sont pas forcément les technologies d'aujourd'hui. Donc on pourra avoir à intégrer des nouvelles technologies, des nouvelles ressources ou de nouveaux vecteurs. Et la méthodologie la plus adaptée peut-être, c'est de décrire assez finement le site et ses conditions aux limites, d'avoir évidemment une approche de modélisation dynamique validée sur des données réelles pour avoir quelque chose d'un peu éduqué, et puis d'effectuer des optimisations sous contrainte ainsi que des analyses de sensibilité. Et ce dernier point est important puisqu'il y a pas mal d'incertitudes en fait autour du fonctionnement et de l'optimisation de ces sites, notamment si on a un horizon temporel variable. On peut par exemple faire varier le coût de l'énergie, le coût du CO2, les différentes options techniques et technologiques qui s'offrent à nous, ainsi que les besoins d'autonomie énergétique du site qui peuvent varier au cours du temps. Le coût de l'argent aussi qui peut ne pas être le même demain. Donc voilà, tout ça pour dire que cette approche est complexe, l'optimisation des systèmes est complexe et du coup il faut une réponse adaptée et suffisamment complexe aussi pour y répondre. Et à mon sens, c'est une approche qui est nécessaire pour déployer les technologies de manière cohérente, optimisée et du coup anticipée pour être prêt demain ou après-demain quand ça sera nécessaire. Et pour finir du coup et revenir à l'hydrogène, les technologies hydrogènes sont des briques très pertinentes et essentielles dans cette approche énergétique globale. Alors, au CEA, en tout cas, on effectue ce genre d'optimisation-là. Donc, c'est effectivement une approche que l'on développe et que l'on met en œuvre pour des partenaires industriels, qu'ils soient petits, grands ou éventuellement même aussi pour des territoires. Je tiens à remercier chacun pour cette belle table ronde. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'ai un petit message à vous dire, c'est qu'il y a un questionnaire de satisfaction de la journée. Donc, on espère vraiment que vous prendrez le soin d'y répondre. Ça ne doit pas être trop long, mais surtout, ça nous aidera à organiser d'aussi belles journées. On l'a trouvée belle, j'espère que vous aussi. Voilà, merci beaucoup à tous et rentrez bien.